on dit que Amazon c'est le modèle le plus génial de marketplace, mais la toute première marketplace c'était le supermarché. Enfin, c'est pas parce que c'est des vendeurs externes que ça change le fait que c'est cool d'avoir tout sous le même toit, et le supermarché ça a quand même inventé le tout sous le même toit. L'histoire dit que le supermarché est français, de la même manière que l'histoire dit que le drive a été inventé en France. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Jacques Sabatier qui est le cofondateur et le CEO de Joe. Salut Jacques, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, juste avant le début de cet enregistrement, Jacques me disait que j'avais la voix de Kian Kojandi. Comment on dit Kian ou Kian ? Je pense qu'on dit Kian. Kian, hein, ouais, Kian Kojandi. On me l'avait jamais dit et je prends ça comme un comme un super compliment. Et du coup, on est parti pendant 10 minutes sur Kian, qui est apparemment un geek assez incroyable et surtout qui fait un spectacle que j'ai vu récemment et qui était une énorme claque. Allez voir son spectacle. Mais on n'est pas là pour parler de Kian. Salut Jacques, bienvenue. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui sur le Panier. Je t'ai contacté il y a un bon bout de temps. On a un ami en commun qui s'appelle Baptiste Bénézé, le fondateur de Team Bakery, et qui m'avait... Tout à fait, avec qui j'avais bossé chez Canal+ à l'époque. C'est ça, et qui m'a donné tes coordonnées. Moi, je découvrais Joe à l'époque, et j'avais adoré le concept. Est-ce que tu peux nous dire avec tes mots ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc Joe, c'est tout simplement une appli qui vous aide à faire vos courses de la semaine, donc qu'on peut aussi appeler les courses au supermarché de manière plus classique. Donc le concept est assez simple, vous vous loguez sur l'application, vous nous dites si vous avez des enfants, si vous avez un four en micro-ondes, donc ce que vous avez comme équipement de cuisine, si vous avez un régime particulier. Et ensuite, l'app va vous faire un menu pour la semaine avec des recettes super simples, totalement adaptées à votre profil évidemment. Et donc vous choisissez le menu qui vous correspond, vous cliquez sur suivant et c'est là que la magie opère, on va remplir votre panier avec tous les ingrédients nécessaires pour réaliser ces recettes. Vous pourrez ensuite le compléter avec les produits du quotidien, le sopalin, le shampoing et ainsi de suite. Et envoyer cette commande à votre supermarché préféré. Donc ça peut être Intermarché, Auchan, Carrefour, un de nos partenaires. Et vous faire livrer ou la récupérer en drive. Donc en 2 ou 3 clics, vous faites toutes vos courses et vous avez toute la partie recommandations et inspiration recettes. Donc on résout à la fois le problème de faire ses courses simplement puisque ça va plus vite et le problème de l'inspiration repas puisque on résout la sacro-sainte question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, à laquelle on est tous confrontés le soir quand on ouvre son frigo. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas seulement la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir, dans la semaine, dans les prochains jours. Exactement, on fait la planification de toute la semaine. Oui. Et avec des recettes qui sont hyper sympas, faciles à faire, des recettes du quotidien sur des produits que je peux évidemment aller chercher choisir dans le supermarché qui est... Exactement, oui. Il y a 2 éléments qui sont importants à retenir. Donc la première, c'est effectivement le premier élément important, c'est la rapidité, puisque on va, si on fait un menu de 5 ou 6 recettes par exemple, en un seul clic, on va remplir son panier avec 40 ingrédients. Donc si on avait dû aller chercher ces 40 produits à la main, ça aurait pris 40 fois plus de temps ou 40 fois plus de clics. Donc mathématiquement, ça va 40 fois plus vite. Donc il y a une notion de rapidité. Il y a une notion d'allègement de la charge mentale puisqu'on n'a plus besoin de se creuser la tête pour savoir ce qu'on va faire à manger. Et il y a aussi une notion de praticité parce que c'est effectivement des recettes qui sont toutes très très simples à faire. Toutes les recettes qui sont sur Joe ont été faites par Joe, pour Joe, spécialement pour l'application, parce qu'on s'est rendu compte que y avait une différence entre faire la cuisine et faire à manger. Quand je fais la cuisine, c'est un événement ponctuel et événementiel. J'ai des amis qui viennent à la maison, je vais passer 3 heures au marché, 4 heures en cuisine, et donc je vais mettre les petits plats dans les grands, littéralement, ou je vais faire une après-midi gâteau avec mes enfants. Ça, c'est faire la cuisine. Faire à manger, c'est un process qui est très différent. C'est je rentre à la maison après une journée de travail longue et fatigante. Les enfants sont déjà autour de la table en train de crier parce qu'ils ont faim. Et je dois résoudre une équation impossible qui est
Je dois cuisiner quelque chose de simple, rapide, bon, équilibré et pas trop cher, le tout en 10 minutes. Et ça finit en coquillette ou en purée, quoi. Et ça finit souvent en coquillette ou coquillette jambon ou purée steak haché. Ce qui est pas un drame en soi, mais nous on est là justement pour résoudre cette équation et amener de la diversification alimentaire et surtout remettre du plaisir dans la cuisine. Alors c'est une expérience qui est assez intéressante et je vous invite vraiment à l'essayer. Moi j'avais été bluffé et je continue de l'être évidemment, bluffé par l'efficacité et surtout la simplicité. Enfin, ça me fait mes repas de la semaine. Du coup, ça me fait ma liste de courses. À ma liste de courses, je peux rajouter des éléments puisque j'ai accès au catalogue de mon supermarché, du PQ et puis du dentifrice. Passer ma commande et être livré. Et là, je rentre dans le process habituel. Donc ça, effectivement, ça m'enlève une part de charge mentale. Quel est le modèle ? Le modèle économique ? Ouais. Alors le modèle économique, c'est assez simple, c'est un principe assez classique d'affiliation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie un client et ou une commande à un des magasins partenaires, on a une rétrocommission, donc on a un petit fee, donc une petite commission sur le montant de la commande qu'on leur envoie. Ok, on va parler de pas mal de sujets dans cet épisode, puisque tu as une très très belle vision, compréhension, analyse du marché dans sa globalité, qui est un des plus gros marchés, le food, et en plus un marché qui est en train d'exploser, de partir dans tous les sens. On va parler de quick commerce, de Q-commerce, on va parler de sourcing, on va parler de la bataille de la cuisine, on va parler de ce marché sur lequel on était souverain avec des belles entreprises comme Carrefour, qui est en train de se faire bouffer, mine de rien, ou en tout cas attaquer par plein de côtés. Épisode passionnant, j'en suis certain, mais vous me direz ça dans une heure, chères auditrices et auditeurs. Joe, ça a 3 ans, fondé en 2018. Alors oui, l'entreprise a été fondée il y a 4 ans, mais on a lancé le produit en septembre 2018. Donc ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est sur les stores. On avait démarré au début uniquement sur Paris avec Monoprix. Aujourd'hui, on est présent sur la France entière avec les 6 plus gros retailers, donc Carrefour, Auchan, Intermarché, Chronodrive, vous connaissez la liste, à travers plus de 4000 supermarchés. Donc on est en capacité de livrer presque 97% de la population française, ce qui est assez rare pour une start-up dans l'absolu, parce que souvent les start-up se concentrent sur les grandes villes, notamment dans la food. A fortiori une start-up de 3 ans, donc on est très très fiers de pouvoir offrir notre service vraiment à tous les foyers français. C'est un élément très très important de notre mission, mais je pense qu'on y reviendra. Et donc ça marche plutôt très très fort, ouais. Pour couvrir de la population, tu es dépendant des partenaires que tu as. C'est pas toi qui fais la livraison. Ouais, enfin, donc si tes partenaires permettent de couvrir 97% de la population. Exactement. Ok. Sauf que nous, comme on les a tous, on couvre encore plus que chacun des partenaires individuels. Question de cercle qui se... Exactement. Il y a quand même pas mal de stickiness, non, sur une app. Enfin, tes clients, je sais pas, Monoprix, Auchan, Carrefour, ou toi, ton enjeu, c'est d'aller chercher ces clients en leur proposant une valeur supplémentaire qui est celle de moins de charge mentale, création des repas, le panier qui se fait automatiquement. Ma question est un peu la suivante, c'est comment les distributeurs te voient-ils ? Ah ben, alors, donc nous, je pense que le plus simple, c'est de regarder le marché et de regarder quel est l'état du marché aujourd'hui. Le premier élément qui est vraiment surprenant, c'est qu'on est en 2022 en train d'assister à la digitalisation des supermarchés, ni plus ni moins. Alors, elle avait déjà commencé, bien sûr, elle a été extraordinairement accélérée par le Covid. Pour donner quelques chiffres, avant le Covid, les supermarchés côté pays occidentaux, donc Western World en américain dans le texte, leur part moyenne de chiffre d'affaires e-commerce, c'était 2,5%. Donc c'était ridiculement bas. Dans le retail, le chiffre d'affaires moyen d'un groupe classique en e-commerce, c'est entre 15 et 25%. Donc on partait de très très bas. En France, c'était un tout petit peu plus haut, c'était autour de 3,5% pré-Covid. Le Covid a été un extraordinaire accélérateur du e-commerce des supermarchés. Donc on s'est rapproché des 10% et là on est en train de se stabiliser. Alors ça dépend des études. Il y en a qui disent qu'on est toujours autour des 10%, il y en a qui disent qu'on se stabilise autour de 8%. Donc on a fait un x3, mais on est encore relativement bas. Je trouve ça incroyablement bas. C'est incroyablement bas et on est vraiment au tout début de la digitalisation de ce marché, qui est littéralement le process d'achat le plus important de chacun des foyers français, et c'est vrai dans beaucoup de pays du monde. Du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi cette digitalisation intervient aussi tard ?
Et en fait, il faut comprendre la singularité du e-grocery. Donc le e-grocery, c'est le nom du e-commerce des supermarchés. La singularité, c'est la taille des paniers, aussi bien qui impacte aussi bien l'expérience d'achat que les enjeux de livraison et les enjeux de logistique. Donc l'expérience d'achat, c'est ce qu'on appelle le first mile. Les enjeux de livraison et de logistique, c'est ce qu'on appelle le last mile. Alors pourquoi la taille du panier est hyper... je vais dire beaucoup le panier, je pense, dans ce podcast pour essayer de faire un peu de pub. Pourquoi la taille de panier est hyper importante ? Parce que quand vous faites vos courses en ligne au supermarché, vous devez mettre dans votre panier entre 30 et 50 articles. Il n'y a aucun autre process e-commerce qui vous demande de faire des paniers aussi gros. Aucun. Même quand c'est Black Friday et que vous voulez éclater votre carte bleue, si vous avez mis 4 produits dans votre panier en moins de 2 heures, c'est déjà un miracle. Là, on vous demande toutes les semaines. C'est ça en plus, c'est la répétition, la fréquence. Toutes les semaines, de mettre des dizaines de produits dans votre panier. Donc, mécaniquement, si l'expérience d'achat, c'est d'aller les chercher manuellement un par un, on risque d'y passer 1 heure. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'aller chercher les produits un par un, trouver la catégorie, la sous-catégorie, browser la liste, prendre son produit, le mettre dans le panier et répéter ça 40 fois. Donc, mécaniquement, il y a un problème dans le process. Donc, l'adoption est freinée en amont par l'expérience d'achat. Et 2, l'adoption est freinée par les enjeux de livraison qui sont à la fois... parce que la taille de ces paniers rend la livraison à la fois complexe et coûteuse. Complexe parce qu'on manipule des produits qui n'ont rien à faire ensemble, du frais, du congelé, du sec, de l'alimentaire avec des produits d'entretien. Donc c'est des commandes qui sont très, très difficiles à préparer. Et souvent dans des entrepôts qui sont très très grands, donc on passe du temps à préparer la commande. Donc il y a un enjeu de complexité. Et ensuite, il y a un enjeu de modèle économique parce que l'industrie du supermarché est extrêmement tendue sur les prix. La clé d'entrée, c'est le prix. C'est un supermarché, c'est un modèle où il y a très peu de marge. Donc, tout coût supplémentaire est extrêmement difficile à absorber. Et quand vous avez besoin, en plus du prix normal de la commande, de payer un préparateur de commande, de ensuite payer un camion de livraison qui est nécessairement gros et frigorifié, qui va donc pas être super agile en ville et ainsi de suite, vous créez un coût supplémentaire sur la livraison qui est soit impossible à absorber par les supermarchés, soit inacceptable à payer du point de vue des clients. Donc c'est ça les 2 grands problèmes à résoudre. Et donc il y a énormément d'acteurs qui essayent de résoudre le problème du last mile, notamment le fameux quick commerce dont on parlera après, je pense. Mais nous, ce qui nous a fasciné, c'est que quand on mappe le marché, il y a beaucoup d'investissements et d'acteurs sur le last mile, avec du drive piéton, du click and collect, de la livraison à domicile, le lendemain, le jour même, en 10 minutes. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin en termes de tentatives de solutions. Alors que sur le first mile, comment je réinvente l'expérience d'achat ? Il n'y a personne. C'est-à-dire que littéralement, aujourd'hui, à part faire un copier-coller de votre panier précédent, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'aide à l'achat sur les solutions existantes, y compris de la part des nouveaux acteurs. Instacart, qui est le leader aux États-Unis, il a un catalogue hyper classique en expérience d'achat. Ocado, qui est le leader au UK, il a un catalogue hyper classique en termes d'expérience d'achat. Et les Q-commerçants qui arrivent en France, ils ont aussi une expérience qui est évidemment plus fluide et plus intéressante, mais ils ont un catalogue hyper classique. Ils ont juste un petit avantage, c'est que comme ils ont des assortiments plus courts, ils ont un catalogue un peu moins complexe, donc ça va un peu plus vite de trouver ces produits. Donc voilà un petit peu la configuration de l'écosystème. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est c'est impératif d'investir sur le first mile, et je crois qu'on est une des seules boîtes au monde à avoir un modèle qui est 100% focus sur le first mile. Et on n'a pas la réponse, on ne sait pas quelle va être la bonne solution, donc on teste des choses. Je crois qu'on a craqué le sujet sur la partie alimentaire, donc comment j'offre de l'inspiration repas et comment j'aide à faire la planification des repas. Là, on est sur la deuxième partie du panier qui est comment sur les produits du quotidien, j'arrive à amener le même niveau de disruption sur de l'automatisation, faire en sorte que l'eau minérale, le papier toilette et ainsi de suite arrivent directement dans mon panier sans même que j'ai à réfléchir. Donc dans Joe, il y a cette volonté d'aller plus loin que l'alimentaire. Oui, nous, notre vision, c'est réinventer cette découverte ou la création du panier. Alors, la mission qu'on se donne, c'est de vraiment changer la manière dont on fait ses courses pour que ce soit plus agréable et plus rapide pour tout le monde, parce que ça fait quand même 60 ans qu'on fait ses courses de la même manière et on n'a jamais remis en question le pourquoi du comment, alors que tout le monde trouve que c'est une expérience un peu compliquée. Donc ça, c'est le point de départ.
Notre vision à terme, c'est d'être un assistant personnel ou un majordome, enfin on l'appelle comme on veut, qu'on a dans la poche pour faire tourner la maison. C'est-à-dire qu'on veut être le hub auquel on pense pour faire tourner la maison, c'est-à-dire mettre à manger sur la table, acheter de la lessive pour la buanderie, mettre du shampoing dans la douche. Parce que aujourd'hui, on est dans un écosystème où le ou la responsable des achats, c'est un peu celui qui est puni, qui fait les corvées, qui se préoccupe de faire les courses et de faire à manger. Donc c'est une vision très négative du sujet, de la même manière que l'image des supermarchés est complètement écornée, puisqu'on voit ça comme des entrepôts avec des néons en périurbain, quand en fait le supermarché c'est le meilleur partenaire pour faire tourner sa maison, puisque c'est là qu'on source l'essentiel des produits qui font tourner notre maison, et que le ou la responsable des achats c'est juste la personne la plus importante du foyer. Donc on veut à chacun d'eux leur redonner leur lettre de noblesse et rappeler que a fortiori dans un monde où on est de plus en plus souvent à la maison, alors ça pour le coup on l'avait pas anticipé, mais c'est un fait, on est de plus en plus souvent chez soi, on bosse de plus en plus souvent chez soi, donc on a de plus en plus souvent besoin de shampoing, de plus en plus souvent besoin de manger à la maison. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne au quotidien pour faire tourner la maison, et donc nous on veut mettre dans la poche de tous les foyers français une appli qui va leur résoudre tous les sujets d'inspiration et d'approvisionnement autour de la maison. Ok, il y a le first mile qui est donc la découverte, la création du panier, en tout cas le set assistant. Il y a au milieu le fournisseur de ces produits. Donc vous êtes lié pour l'instant aux principaux distributeurs français. Tout à fait. Et il y a le dernier mile sur lequel, tu le disais tout à l'heure, il y a c'est la guerre mondiale et il y a autant d'initiatives que de jours dans l'année. C'est un marché qui est énorme. Et qui était historiquement, enfin Walmart, je vérifiais, mais je crois que c'est 500 milliards c'est plus de CA. Walmart, ils sont proches des 600 milliards de CA. Bon, 600 milliards, Carrefour, on est proche. Dans le groupe, c'est presque 100 milliards. C'est un marché qui est énorme. Des marges très faibles, certes, mais un gros volume. Et c'est un marché qui est en train de se transformer en plus. Bah, juste en France, selon les études et selon comment on calcule, parce que dans un supermarché, il y a en fait plusieurs catégories de produits. Monoprix fait aussi de la beauté et des vêtements. Il y a encore certains hypermarchés qui vendent du blanc et du brun, donc les machines à laver et tout le rayon électroménager. Il y en a à l'inverse qui se sont vraiment recentrés sur uniquement la partie alimentaire. Donc, selon les catégories de produits qu'on prend en compte, on estime que le business de la grande distribution et de l'alimentaire se situe juste en France entre 150 et 200 milliards. Donc aujourd'hui, si on fait la somme des chiffres d'affaires e-commerce des principaux supermarchés français, on est sur un business sur un marché adressable e-commerce qui tourne autour des 12-15 milliards. On est vraiment dans une dynamique de croissance tellement forte que c'est toujours un peu compliqué d'avoir les derniers chiffres. Et t'as dit estimé dans sa globalité à 150 à 200 ? Juste en France. Juste en France, ouais. Quand Walmart, les presque 600 milliards qu'ils font, c'est quasiment exclusivement en Amérique du Nord. Donc chaque pays, c'est des centaines de milliards dans chaque pays en fait. Donc c'est un marché qui est à l'échelle mondiale et je pense qu'on peut même pas le mesurer. Enfin on parle de trilliards, mais c'est assez évident. Hein. Si on prend un foyer français, si on enlève les dépenses de logement et d'énergie, le premier poste de transport, le premier poste de dépense derrière, c'est les courses. Hein. Je n'arrive pas à compter les zéros sur mon Spotlight sur Mac, mais je tombe à entre 2000 et 2500. Mon calcul doit être juste par Français par an. Si on part sur une base de 150 à 200 milliards, tu vois, c'est ça. Le panier moyen, le panier moyen sur Joe, il est entre 80 et 90 euros en drive et il est entre 110 et 130 euros en livraison à domicile. Plus élevé en livraison à domicile. Ouais. Ok. Et là, pour plusieurs, alors point important, on pourra y revenir éventuellement, mais quand on parle du e-commerce alimentaire en France, 98% du marché c'est du drive. La livraison à domicile a énormément de mal à émerger. Ça s'explique par plein de facteurs, mais aujourd'hui c'est un marché qui est essentiellement structuré autour du drive. 98%. 98%, oui. Le drive, j'avais en tête pour moi que c'était principalement hors grosse zone urbaine. Or, si tu prends Paris, Lyon, Lille, Marseille, j'en sais rien, on doit être à une bonne quinzaine de millions de Français qui vivent dans des... Alors, c'est très empirique. Mais du coup, je suis étonné par ce 98%. Alors, en fait, si on fait les maths, il y a aujourd'hui encore 9 commandes sur 10 qui sont faites en magasin physique.
Donc, notamment dans les centres. En fait, il y a deux très grands segments dans la grande distribution. Si j'ultra résume, hein, c'est vraiment un ultra résumé. Il y a d'un côté le segment, effectivement, on va dire, de la périphérie des grandes villes. J'aime pas la province, je suis moi-même provincial, j'en ai marre qu'on dise la province. Donc, la périphérie des grandes villes, où c'est plutôt des paniers qui sont les courses de la semaine, donc c'est le gros caddie, plutôt acheté dans des formats type super ou hypermarché. Et quand il s'agit du e-commerce, donc plutôt récupéré en drive, parce que par définition, dans les campagnes, c'est beaucoup plus difficile de livrer, ou c'est beaucoup plus pratique de faire du drive. Tu as une voiture et t'as pas de trafic. Voilà, c'est une des composantes, mais c'est clairement pas la seule. Donc il y a un premier grand cas d'usage qui est celui-là, et il y a un deuxième grand cas d'usage qui est ce qu'on appelle les magasins de proximité, donc c'est tous les Monoprix, les Carrefour City, et ainsi de suite, qui sont eux, où là la thèse c'est plutôt d'être près du consommateur. Et comme on est plus près du consommateur et plutôt en ville, on fait aussi des paniers un petit peu plus petits. Donc on a d'un côté le gros caddie de la semaine que je vais récupérer en supermarché, en drive, plutôt dans les zones périurbaines et les campagnes. Et on a de l'autre côté, dans les environnements hyper-urbains, plutôt des magasins de proximité qui sont attaqués par le Q-commerce précisément, où je vais récupérer plutôt des petits paniers pour les 2 ou 3 jours qui suivent, chez Franprix, Monoprix, Carrefour City. Enfin, je pense que tous les urbains ou les Parisiens qui nous écoutent ont l'habitude de passer au Franprix ou au Monoprix du coin pour acheter de quoi faire les 2-3 prochains repas, avec un cycle d'achat beaucoup plus fréquent. C'est assez rare de sortir de Monoprix à Paris avec un énorme chariot pour toute la semaine. Je suis une exception, je crois. Mais j'entends ce que tu dis. Et du coup, une segmentation aussi en fonction de la taille des foyers. Oui, c'est aussi un élément qui joue beaucoup, la taille des foyers. Le supermarché, j'ai l'habitude de dire que c'est un endroit où on va avec ses parents quand on est petit, puis après ça sort complètement de notre vie, parce que quand on est étudiant et tout ça, je sais pas vraiment où on va, à vrai dire. Moi, je me rappelle pas, mais on va plus trop au supermarché. Et en fait, le supermarché re-rentre de notre vie quand on crée son foyer. Créer son foyer, ça peut être aménager avec son copain ou sa copine, et ou acheter son premier appartement ou sa maison, et ou avoir ses premiers enfants. Et quant à la convergence des trois, tu es au niveau maximal de contraintes d'organisation, puisque tu n'es plus tout seul, il faut que tu t'organises avec ton partenaire, voire tes enfants. Tu es au niveau maximal de contraintes budgétaires, hein, parce qu'il faut payer le crédit de l'appart et l'école des enfants. Et donc c'est précisément là où tu as besoin de t'organiser, remplir ton frigo, où ça devient pertinent de le faire une bonne fois pour toutes sur toute la semaine, et donc de faire des paniers plus gros. Et c'est généralement là où le supermarché rentre dans ta vie, parce que c'est hyper pratique de tout avoir sous le même toit, de faire les courses en une seule fois, à un prix qui est ultra compétitif quand tu as une contrainte budgétaire. Mais c'est aussi le moment où, surtout quand tu as des enfants, ta conscience alimentaire s'éveille. Quand tu as des enfants, tu deviens un psychopathe de l'étiquette. Tu regardes s'il y a des additifs, des colorants, et ainsi de suite. Yuka devient ton meilleur ami. Et donc, ça devient aussi une charge mentale supplémentaire qui est comment je fais des repas équilibrés à mes enfants, comment je fais des trucs simples mais qui sont sains, comment je m'assure qu'il y a les bons produits à l'intérieur. Et donc là, encore une fois, Joe prend tout son intérêt pour accompagner cette transition, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Ok, c'est passionnant. Sur ce premier mile, ce first mile, ce premier kilomètre, il y a des initiatives qui sont hyper intéressantes, mais je vois bien comment on peut aller vers ce sujet quand on est Joe. Je pense à What Matters qui fait de l'hygiène, hygiène beauté de la maison, où en fonction de la taille de ton foyer, de l'âge de tes enfants, on va te proposer un panier type que tu peux changer, moduler avec une fréquence d'abonnement. Je vois bien comment après l'alimentaire, tu peux me dire, moi j'ai 2 adultes, 2 enfants, 4 et 6 ans, 5 repas à préparer, plus des dents à brosser, plus du shampoing. Comment tu peux me proposer des paniers? Et ce que je trouve étonnant, parce que tu l'as dit tout à l'heure, certes, je regardais l'un des acteurs du Q-commerce qui vient de s'installer à côté de chez moi, ça doit être GoPuff? Non. Gorillaz? Non, Getir. Effectivement, je me suis fait la réflexion que le catalogue était assez peu profond. Tu vois, il y avait 4 pages de 10 produits, donc 40 produits. Mais je me suis dit, mais mince, pourquoi ils me proposent pas des sets? Tu vois, un set repas, un set, je sais pas, apéro, un set, tu vois, une préparation de cette découverte, au lieu de me reproposer comme toujours. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, mais de me proposer comme toujours un catalogue produit. Tu vois, parce qu'au final, c'est ce que j'ai un catalogue. Alors, il y a moins de produits, c'est plus pratique, c'est livré en 15 minutes, certes, mais... Si, alors il y a plusieurs sujets hyper intéressants là-dedans. Le premier sujet, c'est
effectivement, sur le sujet du first mile, Joe n'était pas tout seul à essayer de résoudre certains des problèmes, mais Joe est tout seul à essayer de résoudre le problème dans sa globalité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un panier classique de supermarché, il y a en grande partie de l'alimentaire, pour moitié du panier, on va dire, pour résumer, et l'autre moitié du panier, c'est les produits du quotidien, donc les lames de rasoir et ainsi de suite. Et il y a plein d'acteurs qui ont essayé de prendre un petit bout de ce panier. C'est-à-dire que les meal kits, par exemple, donc les kits, les box repas, ont essayé de s'attaquer au sujet des repas à la maison. Donc ils ont essayé d'attaquer la partie alimentaire. Sauf qu'une box repas, c'est pas recommandé, c'est pas flexible, c'est quand même relativement cher. Ça résout pas tous les repas. Et il faut de toute façon aller au supermarché derrière pour acheter tout le reste. Là où Joe est 4 fois moins cher, totalement flexible, totalement recommandé, correspond à tous les repas, et on peut faire toutes ces courses de supermarché directement sur la plateforme. Donc ça, c'est l'équation sur la partie food. L'équation sur la partie produits du quotidien, c'est un schéma qui est complètement différent. Sur la food, il faut de l'inspiration. Sur les produits du quotidien, il faut de l'automatisation. Ce qu'on veut, c'est avoir toujours du shampoing, avoir toujours de la litière pour le chat. On va pas forcément avoir besoin d'inspiration à chaque fois qu'on achète de la litière. N'en déplaise aux marques de litière pour chat, mais c'est plus un principe de on-off, c'est j'en ai pas. Et là encore, sur ce segment, effectivement, toutes les D2C ou DNVB, donc toutes les marques qui ont essayé de faire des abonnements par souscription ou des box, il y en a eu plein. Il y a eu les plus anciens se rappelleront du Amazon Dash Button pour commander automatiquement de la lessive, de Dollar Shave Club pour avoir ses lames de rasoir par abonnement. Il y a tout, il y a barker.com sur la pet food, donc les croquettes pour chiens, il y a diapers.com sur les couches. Sauf que nous, on a du mal on a du mal à se dire que le futur, c'est pour chaque produit d'avoir un site web, un parcours d'achat, un paiement et un livreur, fois 25 ou 30 produits du quotidien. Personne n'a envie d'avoir un mec qui vient pour les couches, puis 2 heures après un mec qui vient pour les lames de rasoir, puis 2 heures après un mec qui vient. Donc voilà, donc nous, on est les seuls à avoir pris le problème dans sa globalité et de se dire ça existe déjà. Le tout sous le même toit, ça existe déjà. Ça s'appelle un supermarché. Le supermarché, ça a été inventé en France, on pourra y revenir. On dit que Amazon, c'est le modèle le plus génial de marketplace, mais la toute première marketplace, c'était le supermarché. Enfin, c'est pas parce que c'est des vendeurs externes que ça change le fait que c'est cool d'avoir tout sous le même toit. Et le supermarché, ça a quand même inventé le tout sous le même toit. Et donc nous, notre approche, c'est de dire non seulement ça existe déjà, mais c'est certainement le meilleur modèle parce que tu gères tout au même endroit. Et donc, toutes ces automatisations sur des produits d'achat fréquents qui ont souvent des fréquences d'achat différentes parce que tu n'as pas besoin de lames de rasoir aussi souvent que tu as besoin de couches, aussi souvent que tu as besoin de croquettes. Donc, le fait de tout pouvoir faire au même endroit et de gérer cette complexité et ces différences de fréquences, on pense que ça a un avantage monstrueux. Alors c'est un gros projet, ça prend du temps, c'est aussi un challenge extraordinaire, mais en tout cas c'est ça qu'on essaie de faire. Le supermarché, c'est français ? L'histoire dit que le supermarché est français de la même manière que l'histoire dit que le drive a été inventé en France. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une industrie, c'est un des fleurons de l'industrie, de l'économie française. Les supermarchés ont pour partie, en tout cas pour sûr, ont été inventés en France. Idem sur la partie e-commerce, on a été les tout premiers. La France était, jusqu'à il y a très peu de temps, un des marchés les plus matures en e-commerce alimentaire. On a inventé le modèle du drive, plus particulièrement Leclerc et Chronodrive à l'époque, pour rendre à César ce qui appartient à César. Pour donner un exemple très concret, Leclerc et Chronodrive et les autres ont des drives depuis depuis plus de 10 ans en France. Il y a encore 6 ans, Walmart n'avait pas un seul drive. Aux États-Unis, c'est Walmart qui est venu en France pour voir comment ça se passait. Donc on a un trésor extraordinaire, mais on souffre aussi de deux choses. La première, c'est que la France est un marché hyper fragmenté parce que c'est une anomalie économique d'avoir 6 ou 7 gros groupes en France qui se battent. Et c'est pas très sain parce que du coup ça empêche l'industrie de grandir. Il y a une deuxième anomalie, c'est que c'est une industrie qui est extrêmement régulée, notamment donc le gouvernement se pose en juge de paix entre les producteurs et les distributeurs. C'est très sain et c'est très important pour plein de raisons parce que c'est vrai que la grande distribution a beaucoup de pouvoir, mais il y a un nombre incalculable de réglementations qui sont totalement inadaptées au e-commerce. On se souvient tous pendant le confinement des supermarchés qui devaient fermer des rayons alors que Amazon tournait à plein régime. C'était débile. C'était vraiment
affolants, et des exemples comme ça en e-commerce qui freinent nos partenaires supermarchés, il y en a plein, et c'est vraiment un sujet à traiter. Et le troisième point, c'est, on parle toujours de la souveraineté numérique en parlant de il nous faut un Amazon français, il nous faut un Google français. À chaque fois qu'on lit les plans, on nous parle de robotique, d'intelligence artificielle, qui sont des sujets qui peut-être seront matures dans 10 ans et sur lesquels, il faut bien l'admettre, on a peut-être déjà perdu le combat, faut pas se voiler la face, alors qu'on a sous nos yeux une industrie qui génère, pour créer un géant du numérique, il faut quoi ? Il faut beaucoup de transactions financières et beaucoup de transactions data. Si vous regardez la somme des supermarchés français, on a un volant de data et de transactions financières qui est extraordinaire. Si demain, il fallait créer un géant numérique français, le meilleur des candidats, ça serait la grande distribution, sans aucun doute. C'est 1000 fois plus puissant que Amazon ou que Google quand on regarde sous le capot des datas qu'il peut y avoir dans ces magasins. Donc voilà, donc nous on essaye avec nos petits bras de contribuer à l'évolution de l'écosystème, à sa digitalisation, parce qu'on pense que c'est hyper important d'accélérer sur ce secteur. C'est intéressant parce que tu dis que l'État se place en tant qu'arbitre sur ce domaine entre des distributeurs et des producteurs rarement, j'ai l'impression qu'on ne se soucie pas du consommateur final, alors que ces acteurs qui arrivent et qui attaquent le marché du e-commerce, les Gorillaz, les Getir et les autres, justement, sont très orientés usage et utilisateur final. Ah mais clairement. Et on est très clairement. Mais après, encore une fois, je tape sur personne. L'État joue son rôle et je pense que c'est bien qu'il y ait une autorité de régulation quand on est dans un écosystème où il y a des petits producteurs qui n'ont pas beaucoup de pouvoir et de la grande distribution qui en a beaucoup. Et je pense que c'est sain et je pense que par ailleurs la grande distribution on l'accepte bien volontiers. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des débats qui se tiennent à huis clos sur des sujets purement B2B. Et effectivement, dans ces débats, n'intervient jamais l'expérience utilisateur, comment on facilite la vie du client, le vrai besoin du client. Il suffit de regarder les news. Toutes les semaines, il y a une news sur le prix de la baguette, sur le pouvoir d'achat. C'est quand même un élément qui est hyper important. Et donc, si on ne met pas le client au centre de ce débat-là, si on ne met pas les enjeux de la digitalisation au centre de ce débat, qui est légitime par ailleurs, on va verrouiller la croissance digitale de nos supermarchés en France. Ma question était en plus un peu mal posée parce que je suis un peu libéral, sinon j'animerais pas un podcast qui s'appelle Le Panier qui parle de e-commerce. Ma question en fait est plutôt, est-ce qu'il y a des initiatives chez les grands acteurs installés qui se rapprochent du e-commerce ? Alors, parce qu'il y a une bataille effrénée depuis un an où en l'espace d'un an il y a eu 5 acteurs qui sont arrivés, qui ont levé des milliards. Enfin, je crois que la levée de Gorillaz, il n'y a pas eu de plus grosse levée. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a la question des capitaux, des investissements. Il y a la question de quelle est la solution pour libérer la croissance et la digitalisation du e-grocery. Le Q-commerce, c'est un des sujets. Alors, en France, ce qu'il faut qu'on arrive à résoudre, le premier truc, c'est on n'a toujours pas compris le trésor de data qu'on avait côté supermarché. Il y a énormément d'initiatives. Il y a plein de magasins et il y a beaucoup de nos partenaires qui ont bien identifié le relais de croissance qu'il pouvait y avoir autour de la data. Sauf qu'aujourd'hui, c'est essentiellement un axe e-retail média, c'est-à-dire que l'idée, c'est essentiellement d'utiliser la data pour essayer de faire un relais de croissance de revenus et de faire des ventes de pub. Parce que effectivement, les sites des supermarchés, c'est des sites qui ont des audiences monstrueuses. Donc, il y a un énorme relais de croissance et il y a un énorme business sur la partie data. Et beaucoup l'ont très bien compris et beaucoup de nos partenaires travaillent d'arrache-pied pour essayer de faire émerger ce nouveau business. En revanche, il y a beaucoup moins d'initiatives sur l'utilisation de cette data pour réinventer l'expérience, pour la personnaliser et la recommander. C'est impératif. On sait tous qu'on est en train de passer d'un écosystème où le e-commerce, c'était des catalogues à plat avec des filtres et des tris, à un système où le e-commerce de demain, c'est 100% personnalisé, 100% recommandé et 100% inspiré avec du contenu. On pourra revenir sur ce point. Donc, le premier sujet, c'est il n'y a pas que le sujet du Q-commerce, il y a aussi le sujet de la data, il y a aussi le sujet de l'approvisionnement, de l'assortiment, et ainsi de suite. Effectivement, sur la partie livraison, le Q-commerce est un modèle qui est hyper intéressant parce que il a fait un grand pas en avant sur 2 dimensions, l'assortiment et la résolution du pain point principal de la livraison. Sur l'assortiment, parce que il faut bien l'admettre, les supermarchés se sont construits sur un modèle d'hyper choix. La promesse du supermarché, c'était de trouver tout ce que tu veux dans un hangar gigantesque.
Et cette promesse d'hyper choix, elle reste pertinente dans des formats type supermarché ou hypermarché. Mais l'hyper choix, ça devient très très vite un ennemi quand tu essayes de construire une expérience digitale. C'est-à-dire que s'il y en a trop partout et que le client se perd, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour donner des chiffres concrets, un supermarché classique, il a à peu près, il a autour de 50 000 références en moyenne. Un supermarché, c'est donc périphérie. Hein. C'est pas un Carrefour Market ou un Carrefour. Voilà, le supermarché, c'est le. Et c'est pas non plus l'hyper. Alors supermarché, hypermarché, c'est surtout une question de taille en fait. Ouais. Mais c'est un grand format de magasin. 50 000 refs. On va dire en moyenne que ça tourne autour de 50 000 refs. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Quand tu passes en e-commerce, c'est plutôt autour entre 10 et 20 000 références. Les Q-commerçants, ils tournent à 2 ou 3 000. Et ça, c'est un avantage compétitif qui est monstrueux parce que, ça leur permet d'optimiser massivement leur chaîne logistique puisqu'ils ont beaucoup moins de complexité et d'entropie à gérer. Et 2, ça a aussi un effet positif, on le disait en introduction, sur l'expérience d'achat puisque si j'ai moins de produits, j'ai moins d'hyper choix, et moins d'hyper choix dans une expérience digitale, c'est en fait plus de rapidité. C'est pas du tout. La vérité, c'est que ça fait bien longtemps qu'on n'a plus besoin de 70 références de beurre salé. Si on en a 3, une au bon prix, une bio et une un peu quali, ça suffit largement. Tu tires le trait, on va tous consommer la même chose, quoi. Non, ça veut pas forcément dire tous consommer la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que la modernité des années 80 et 90, c'était l'abondance et c'était l'hyper choix. C'est-à-dire que moi, je viens des médias. Quand, dans les années 90, on frimait en disant j'ai 300 chaînes de télé. Ça servait à rien, on les regardait pas, mais on se la racontait en disant j'ai le satellite, j'ai 300 chaînes. Et donc il y avait plus ça débordait, plus on en avait, et plus on était riche, et plus on était moderne. Ces valeurs-là, elles se sont complètement inversées. Aujourd'hui, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut consommer juste, on veut acheter que ce dont on a besoin. Et donc le modèle initial des supermarchés, qui était un modèle d'hyper choix, il est en train de se réinventer et il est en train de muter complètement. Et donc le principe du Q-commerce, où on va chercher juste les références qui sont nécessaires, on va travailler, on va mélanger dans l'assortiment des petites marques émergentes et ainsi de suite. En fait, il a pris un raccourci et il est allé directement sur des modèles où l'offre est plus ramassée, un peu plus éditorialisée. Mais jusqu'ici, ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher. Donc, le juste milieu est certainement entre les deux. Moi, je pense que le Q-commerce va faire de plus en plus de commandes classiques et les e-commerçants classiques vont de plus en plus aller vers des commandes à la Q-commerce. On va peut-être livrer en 20 ou 30 minutes. Et l'assortiment de référence, ça sera peut-être 5 ou 6 000, donc à mi-chemin entre ce que fait aujourd'hui le Q-commerce et ce que font aujourd'hui les supermarchés classiques. Une opportunité ou une menace pour Joe ? Le Q-commerce ? Ouais. Parce que ça, tu peux plugger ton catalogue où tu veux, à condition que les produits soient disponibles. Mais... Nous, tous les gens qui peuvent être nos partenaires ne peuvent être que des opportunités. C'est pas du tout une menace. Encore une fois, le modèle. Donc, pour rappel, le modèle de Joe, c'est que nous, on fait une expérience d'achat qui ensuite se branche sur les retailers existants et sur les acteurs du last mile existants. Mais on est totalement agnostique de l'acteur du last mile, que ce soit quelqu'un qui fait du drive, de la livraison à notre domicile, du Q-commerce ou que sais-je d'autre. On peut se brancher chez lui de exactement la même manière. Donc, l'opportunité qui est intéressante dans le Q-commerce, c'est que je pense qu'ils ont craqué le problème de la livraison à domicile en alimentaire. Là encore, la livraison à domicile en alimentaire, elle a une singularité qui est hyper forte, qui est toujours cette fameuse taille des paniers. Pourquoi ? Parce que quand je fais une commande de mes courses de la semaine, donc pas quelques produits, mais mes vraies courses de la semaine dans un supermarché et que je me fais livrer, le problème bon, déjà c'est cher. Là où le drive est gratuit. Donc juste ça suffit à expliquer beaucoup de choses parce qu'on est encore une fois dans un marché qui est très tendu niveau prix. Enfin, cher, c'est quelques euros, non ? Oui, mais c'est quelques euros, sauf que si c'est toutes les semaines, 40 euros par mois, pour beaucoup de familles françaises, c'est un énorme budget. Et il faut être lucide par rapport à ça. Tu me fais passer pour un connard, merci. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est non, mais j'entends, pardon. On n'a pas toujours ce réflexe. Enfin, on fait tous du support client dans la boîte chez Joe. Il nous arrive de passer 20 minutes avec quelqu'un qui cherche 50 centimes sur son ticket de caisse, et c'est normal. Et vraiment, quand on dit que le pouvoir d'achat, c'est l'enjeu de la présidentielle, c'est une réalité. Nous, on voit passer des millions de commandes sur Joe de profils très différents dans toutes les géographies de France. Je peux te garantir que d'un point de vue data, il y a 60 ou 70% des clients pour qui le critère numéro 1, c'est le prix. Mais c'est avant toute autre chose. Et c'est légitime. Donc, il y a un premier truc qui empêchait la livraison à domicile d'émerger, qui était son prix. Mais le pire truc dans la livraison à domicile, c'est l'assignation à résidence. C'est-à-dire que quand tu fais une commande e-commerce classique,
ton livre, il peut peut-être rentrer dans la boîte aux lettres, ou ton paquet, il peut attendre sur ton palier, ou chez le voisin, ou chez le gardien. Ce n'est pas le cas des courses de supermarché, parce que les courses de marché, c'est encombrant, et il y a du frais. Si tu fais des courses de supermarché avec du frais, voire du congelé, tu peux pas les laisser sur le palier, tu peux pas les laisser chez le voisin, donc t'es obligé d'être là. Et quand tu es obligé d'être chez toi pour attendre un truc qui est supposé arriver sur un créneau de 2 heures, avec, faut pas se mentir, souvent le livreur qui arrive avant ou après, ça veut dire qu'en fait, t'es assigné chez toi pendant 3 heures. Et ce sentiment-là, et cette contrainte-là, elle est totalement catastrophique en termes d'expérience utilisateur. Et même si tu as eu un super parcours d'achat e-commerce, même si ta commande est complète, même si les produits sont bons, si tu es resté bloqué chez toi pendant 3 heures pour attendre ta commande, tu as perdu. C'est aussi simple que ça. Et moi, je suis convaincu que c'est ça qui a tué les livraisons à domicile. Et je suis convaincu que... Qui a tué, carrément. Ah, mais les chiffres sont simples. Si tu regardes le marché, donc toujours le marché de 98% de drive, si tu regardes les chiffres, les acteurs de la livraison à domicile, ils plafonnent dans une zone entre 80 et 140 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est le chiffre d'affaires de un seul supermarché. Sur les 150 à 200 milliards sur les 15 milliards du e-commerce et sur les 150 à 200 milliards du supermarché, les acteurs du drive, ils font entre 1 et 5 milliards. Donc, il n'y a pas débat. Il y a un facteur 10 voire plus, entre l'explosion du drive et l'explosion de la livraison à domicile. Donc, ton point, c'est de dire que cette assignation à résidence fait partie des frictions qui empêchent, ou en tout cas qui freinent y a le développement à grande échelle. Les 3 trucs qui ont freiné la livraison à domicile, c'était 1, la qualité de livraison, c'est-à-dire les éventuels manquants ou l'éventuelle casse. 2, le prix, enfin, dans le désordre. Hein. 2, le prix. Et 3, mais pour moi, je pense que c'est le numéro 1 en fait, c'est l'assignation à résidence, parce que c'est vraiment un enfer d'être bloqué chez soi. C'est un sentiment qu'on n'aime pas. Il n'y a aucun autre process e-commerce qui nous bloque chez nous. Enfin, la seule fois où on est bloqué chez nous parce qu'on a acheté un truc en ligne, c'est quand on se fait livrer, je sais pas, un canapé. Ça arrive une fois tous les 4 ans. Donc c'est vraiment, on peut pas être toutes les semaines bloqué 3 heures chez soi. C'est pas possible. Et donc, j'en avais déjà parlé, j'avais même fait un petit article là-dessus. Le Q-commerce, c'est rentré par une clé d'entrée qui était le dépannage, parce que c'est vrai qu'il y a des besoins, il y a des produits dont on a besoin tout de suite, mais le Q-commerce vend de plus en plus des produits dont on n'a pas besoin tout de suite. Donc l'instantanéité, ce n'est plus lié à l'urgence d'avoir ou d'utiliser ce produit, mais ça continue d'avoir une valeur fondamentale, c'est que ça ne nous bloque pas chez nous. C'est-à-dire qu'une commande Q-commerce qui demain pourra adresser des besoins pour toute la semaine, le fait que le mec arrive en 10 ou 20 minutes, en vrai après on n'est plus à la minute près, ça enlève le problème fondamental qui est de ne plus être assigné à domicile parce qu'on sait que le mec va arriver rapidement. Et c'est pas une notion de vitesse, c'est une notion de liberté. Je vais faire de la politique, je crois. C'est génial, ça fait une belle phrase de conclusion pour cette partie. Non, c'est hyper intéressant et je suis en train de réfléchir du coup à ce qui définit le Q-commerce. Si c'est c'est pas vraiment cette durée du coup, c'est pas... Alors, il y a 2 manières de le voir, le Q-commerce. La notion de quick, soit il faut la voir par rapport à il y a 2 manières de regarder le quick. Pardon, je réagis juste au fait que je crois que c'est Gorillaz qui n'a plus d'engagement sur les 10 ou 15 minutes qu'ils avaient au début. Ils ont cassé ça pour l'allonger. Mais parce que moi je pense que l'enjeu c'est pas la minute. L'enjeu c'est acceptable d'attendre combien de temps chez soi que le truc arrive. C'est ça l'enjeu. Est-ce que c'est 12 minutes? Est-ce que c'est 20 minutes? J'ai pas la réponse. La vérité, enfin, si on regarde les acteurs de la restauration, Deliveroo et Uber Eats pour ne pas les citer, ça fait bien longtemps que j'ai jamais eu un livreur qui arrivait en moins de 30 minutes. Je continue de commander. Mais bon, là pour le coup, on est vraiment sur un sujet de besoin immédiat. Tu commandes une demi-heure plus tôt, quoi. On est vraiment sur un besoin. Là pour le coup, c'est littéralement un besoin immédiat. Ce qui est intéressant dans le Q-commerce, c'est que c'est un truc qui a de la valeur pour des besoins immédiats comme pour des besoins non immédiats. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça marche. Et dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir un mec qui arrive très rapidement et de ne pas être bloqué chez soi. Pour reprendre une petite formule, le drive, c'est la commande qui attend le client. En livraison à domicile hors Q-commerce, c'est le client qui attend la commande. C'est juste pas possible. Enfin, en termes de service utilisateur, en termes de focus client, on peut pas demander à un client d'attendre sa commande. Ça n'a pas de sens. Donc, après, est-ce que la notion d'attente, c'est 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 18 ?
on sait tous que le Q-commerce, plus ça va grossir et plus ça va allonger la durée de livraison. Comme de la même manière que Uber au début c'était des voitures flambant neuves avec un mec qui t'ouvre la porte avec des gants, des bonbons et de l'eau, et maintenant s'il te dit bonjour c'est un miracle. Donc je dis pas que l'expérience va se dégrader, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que évidemment plus tu construis ton service et plus tu vois quel est l'arbitrage entre le niveau de qualité attendu indispensable au client et ton niveau d'efficacité et ou de rentabilité opérationnelle, hein, c'est bien ça le point d'équilibre que tu essayes de trouver. Et moi, mais ça n'engage que moi, et je suis pas forcément la personne la plus importante, la plus pertinente pour en parler, mais je pense que oui, les Q-commerçants vont livrer en un peu plus de temps, des commandes un petit peu plus grosses et avoir des assortiments un petit peu plus gros dans leur dark store dans le futur. Ouais. Donc en fait, c'est une manière d'attaquer ce marché de 150 à 200 milliards, ou alors de 15 milliards si on parle que du drive plus e-commerce, comme Uber l'a fait avec des super promesses, des super voitures, pour occuper le marché. Et puis maintenant, bon ben voilà, ils sont là, ils sont installés, ils ont pris de la place au G7 et aux autres. Alors c'est sur la question de la stratégie, c'est clairement une stratégie de prise de marché, il n'y a pas de doute. Et c'est prise de marché rapide, efficace, at scale. Clairement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute sur cette partie-là. Sur est-ce que le cœur du sujet, c'est les supermarchés, les deux thèses se défendent. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment très, 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 très clairement en train de s'attaquer à la partie assortiment supermarché / food. Il y en a d'autres, j'ai l'intuition qu'ils essayent plutôt de mettre en place un système de livraison rapide et qu'ils vont très vite devenir agnostiques de la verticale produit. Il y a de plus en plus de startups de Q-commerce qui sont sur les médicaments, par exemple. Donc la livraison rapide de médicaments, et je suis convaincu que ça va exploser. Mais ce que je veux dire, c'est que ce bénéfice de la livraison rapide, il peut s'appliquer à plein d'autres verticales. Et d'ailleurs, dans les acteurs historiques type GoPuff, ils ont commencé, sur GoPuff, sur la plupart, pas que GoPuff, d'ailleurs, sur plein de Q-commerçants, on peut acheter un chargeur de téléphone, on peut acheter des piles, on peut acheter vraiment, on peut répondre à plein de besoins et d'usages différents. Donc, il y en a qui vont mettre en place un système de livraison rapide qui saura faire toutes les verticales produits possibles. Il y en a peut-être d'autres qui vont être plus clairement sur le segment qui est aujourd'hui celui des supermarchés. Mais oui, c'est sûr que dans les deux cas, ils vont avancer très vite. Et ça, c'est la partie... J'essaie de reprendre de la hauteur. Pas reprendre la hauteur, reprendre du recul. Ça, c'est la partie du coup dernier kilomètre. C'est vraiment cette espèce de plateforme qui est en train de se mettre en place, qui attaque la bouffe aujourd'hui, mais qui peut tout faire. Le premier kilomètre, la première partie, c'est la découverte, ou en tout cas l'aide, l'assistance, la modération, la curation presque de ce qui se passe dans ma cuisine aujourd'hui, mais dans ma maison plus tard demain. Et en fait, c'est ça dont on parle, c'est la bataille de la cuisine, quoi, la bataille du repas, la bataille du... Alors, sur le seul... La part d'estomac, je crois que c'est ça. Sur la part d'estomac, ouais. Sur le seul sujet de la food, il est en train de se passer un truc hyper intéressant. Donc, pour revenir à ce que nous, on essaye de faire, comme je disais, on veut être le partenaire de référence pour la gestion du foyer. Et le menu concret, nous, on ne le voit pas comme une liste de recettes qu'il faut nécessairement cuisiner. On le voit comme une liste de moments où on mange à la maison. Et effectivement, si on lit entre les lignes la stratégie de certains acteurs, on voit qu'il y a clairement un gros focus sur la partie alimentaire et on voit qu'il y a clairement énormément d'investissements pour essayer de conquérir les repas qui sont pris à la maison. Les repas qui sont pris à la maison, on fonctionne tous pareil, c'est juste dans des proportions différentes. Dans tous les foyers français, il y a des repas qui sont cuisinés, il y a des repas qui sont grignotés, il y a des repas qui sont assemblés, il y a des repas qui sont réchauffés, et il y a ponctuellement des repas qui sont livrés tout prêts, soit via des plats préparés, soit via de la livraison de restaurants. Et on fait tous à peu près tous ces use cases dans des proportions différentes. Il y a des gens qui essentiellement cuisinent, il y a des gens très très riches qui essentiellement se font livrer. Et après, toutes les subtilités entre ces deux strates, le grignotage, le micro-ondes et ainsi de suite, on leur place et on leur part de voix. Mais le dénominateur commun, c'est comment je deviens l'acteur de référence pour tous les repas qui sont pris à la maison, qui structurellement sont en train d'augmenter parce qu'on travaille de plus en plus de chez soi et ainsi de suite. Et qui, par ailleurs, était jusqu'ici un peu la chasse gardée des supermarchés, puisque 80% des foyers français mangeaient chez eux essentiellement des choses achetées au supermarché. Et donc là, on voit des trucs qui sont hyper intéressants. Instacart aux États-Unis vient de faire une section dédiée sur son app qui s'appelle le Meal Hub,
où ils font un corner dédié MEAL, le 1000 repas. MEAL, le 1000 repas, oui. Mon anglais n'est pas extraordinaire. Non, mais donc c'est un hub où ils rassemblent toutes les offres traiteurs de leurs partenaires supermarchés. Ils font clairement un focus sur les offres traiteurs. Kroger a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient se mettre sur les Ghost Kitchen. Donc eux se musclent sur la partie livraison, type livraison de restaurant. En France, Carrefour avait... Kroger, pardon, c'est une Kroger, chaîne c'est moins connu que Walmart et les autres, mais c'est... c'est le numéro 2 ou le numéro 3 aux États-Unis. C'est comme un Carrefour ou un Auchan en France. En France, Carrefour a racheté Kitok. Donc, côté supermarché, il est en train de se passer beaucoup de choses. Dans le deal récent de Gorillaz avec Frischti, Frischti, c'est quand même un acteur qui est très très fort pour faire des plats préparés. Donc, c'est évident que Gorillaz va très rapidement proposer des plats préparés Frischti. Et donc, on voit qu'il y a clairement, aussi bien côté Q-commerçant que côté supermarché, une volonté de couvrir un maximum de modes de consommation des repas pris à la maison en élargissant l'offre sur du kit recette, sur peut-être du surgelé ou des plats préparés, et voire même de la livraison de restaurant. Et on voit d'ailleurs que les acteurs historiques de la livraison de restaurants comme Uber Eats ou Deliveroo sont eux-mêmes en train de faire le chemin dans l'autre sens. Ils font de plus en plus de grocery. Donc c'est assez fascinant ce qui est en train de se passer, mais il y a clairement un énorme focus et il y a clairement une bataille de la part d'Estomac qui est en train de se mettre en place. Et nous, on est totalement alignés avec ça, puisque, encore une fois, le meal planning de Joe, c'est un outil qui permet de planifier tous les repas qui sont pris à la maison et qui est totalement agnostique du mode de préparation. C'est-à-dire que sur Joe, on peut acheter des planches de charcuterie ou des planches de fromage si on veut se faire un plateau télé. C'est pas nécessairement des recettes qu'on cuisine. Ok, c'est passionnant. Et j'ai l'impression qu'on est en train de... Enfin, il se construit un réel millefeuille entrelacé en plus, puisqu'il y a des partenariats entre certains acteurs du marché, grande distrib installés et nouveaux acteurs. Mais il y a des partenariats qui sont souvent nécessaires parce que les Q-commerçants, ils ont démarré petits. Donc quand on est petit, les enjeux de sourcing, quand on est petit et bien financé, les enjeux de sourcing sont pas la priorité numéro 1. Au fur et à mesure qu'on scale, pouvoir sourcer du volume à un prix correct, ça devient un élément fondamental. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de Q-commerçants qui se sont déjà rapprochés d'acteurs de la grande distribution, GoPuff, Carrefour, Gorillaz, Casino. Donc ça va dans le sens de l'histoire pour que l'assortiment de base puisse être acheté au bon prix et en volume par les acteurs du Q-commerce. Mais on voit aussi que les acteurs du Q-commerce essayent des nouvelles choses, soit en se sourçant directement auprès de petites marques, notamment des marques de bière, enfin toutes les petites marques qui peuvent plaire aux consommateurs. Mais plus intéressant encore, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont une stratégie qu'on appelle de private label, donc c'est l'équivalent de la MDD en français, c'est-à-dire qu'ils marque de distributeur, c'est comme Reflet chez... Exactement. C'est comme Reflet de France, oui. C'est ça, chez Carrefour, je crois. Et donc c'est hyper intéressant de voir qu'ils attaquent sur les deux fronts, à la fois sur le front de comment je source le gros du catalogue classique d'un supermarché et comment aussi je vais sourcer directement, voir comment je crée ma propre marque sur d'autres verticales de produits. Il y a plein d'exemples. Les deux exemples les plus récents, c'est GoPuff qui a annoncé, je crois la semaine dernière, qu'ils investissaient massivement sur leur private label. Donc GoPuff, ils ont toute une gamme un peu dans la philosophie d'Amazon Basics. Amazon, ils regardent comment ça marche chez leurs vendeurs et puis après, ils font leur propre marque. Ce qui est une opportunité pour les producteurs, potentiellement. Ce qui est aussi une opportunité pour les producteurs, ouais, clairement. Et pareil, dans le deal Frischti Gorillaz, je parlais des plats préparés Frischti. Alors, je suis pas du tout, disclaimer, je suis pas du tout dans les coulisses de ce deal, ni côté Gorillaz, ni côté Frischti, donc c'est juste mon analyse de l'extérieur. Mais Frischti avait récemment lancé sa propre marque de produits aussi, et je pense que c'était aussi quelque chose qui avait du poids dans le deal qu'ils ont fait avec Gorillaz. Je pense que c'était un deal extraordinairement intéressant pour Gorillaz, Frischti, parce que c'était du scale, parce que Frischti était déjà implanté, avait déjà des flottes de livreurs, des hubs et ainsi de suite. Deux, du plat préparé sur lequel Frischti était quand même un des acteurs de référence. Et 3, du private label qui est aussi un axe de développement. Donc ça cochait les 3 cases des axes de développement classiques du Q-commerce. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais revenir du coup à Joe et comment est-ce que tu navigues dans cet univers qui est complexe, mouvant très rapidement. Ta vision,
là-dedans et surtout l'impact opérationnel, parce que ça veut quand même dire que tu as plein de catalogues qui sont très différents et qu'il y a une adaptation des recettes ou en tout cas des recommandations à faire en fonction des acteurs avec lesquels la livraison va se faire. Alors pour nous, la réponse à ça, elle est toute simple, c'est que pour nous, tout ça, c'est des très bonnes nouvelles, puisque encore une fois, le pari qu'on a fait en termes de modèle, c'était de construire un personal shopper par-dessus les solutions de last mile existantes. Donc le fait que les solutions de last mile se multiplient, se diversifient et innovent, c'est une super bonne nouvelle pour nous, puisque nous, on peut se brancher aussi facilement chez un acteur du Q-commerce que chez un supermarché historique. Et sans faire de spoiler, il y aura très bientôt un Q-commerçant sur Joe. Peut-être même 2. Donc très clairement, c'est quelque chose qui va se passer. Et j'ai envie de dire que c'est même là où le modèle Joe va prendre toute sa force, parce que Joe, c'est une expérience qui est 100% recommandée. Donc notre thèse, c'est de dire on va sortir des catalogues à plat avec des catégories, des sous-catégories et ainsi de suite pour aller vers des expériences 100% recommandées et 100% profilées. Une expérience 100% recommandée et 100% profilée, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup plus la main sur l'endroit vers lequel on envoie la demande. On a beaucoup plus de capacité à diriger le client dans la bonne direction. Donc ça, dans l'absolu, quel que soit le retailer avec lequel on bosse, le monde d'avant, c'était le client va chercher les produits un par un. Si je veux influencer son choix, j'ai pas d'autre choix que la promotion. Ça marche pas tous les jours, ça marche pas toujours. Et si ça marche pour le premier produit, j'ai plus d'armes pour tous les produits qui suivent. Donc c'est très très difficile d'amener la demande dans la bonne direction quand on a un catalogue à plat, on va le dire comme ça. Joe, le menu, c'est notre algorithme qui décide des recettes qui vont dedans. Le panier, c'est notre algorithme qui décide des produits qui vont dedans. Donc pour le dire plus simplement, ce n'est plus le client qui va chercher manuellement les produits un par un, c'est notre algorithme qui met d'un seul coup 40 produits et il contrôle le mix. Ça veut dire que si on veut pousser la demande dans une direction particulière, soit parce qu'il y a des problèmes de stock, soit parce qu'il y a des marques qu'il faut faire découvrir à l'utilisateur, pour nous, c'est hyper easy. Et on n'a pas parlé de la valeur ajoutée de Joe pour les distributeurs, mais on fait gagner jusqu'à 5 points de marge aux partenaires avec lesquels on bosse, ce qui est game changer dans l'industrie. Les supermarchés n'ont jamais eu un outil qui leur permettait de piloter leur mix marge à l'intérieur du panier. Et donc nous, aujourd'hui, comme on contrôle en moyenne 70% du contenu du panier, le choix du produit a été fait par notre algorithme, on peut dire... Alors ça sera toujours le client en premier, on ne va jamais trahir le client, mais on va dire, là on a 2 produits équivalents pour ce client. Si le supermarché est capable de nous dire sur le deuxième je marge un peu plus, on va prioriser le deuxième. Encore une fois, sans jamais trahir l'expérience client et le besoin du client. Ça, c'est valable pour des notions d'offre et des notions de marge, mais ce qui est déjà game changer, parce que faire gagner 5 points sur un business où la marge c'est 1, voire 0, c'est littéralement, on rend le modèle rentable. Et le deuxième truc qui est particulièrement pertinent dans le cadre d'un acteur du Q-commerce, c'est que de la même manière, ça marche aussi pour les contraintes d'inventaire. C'est-à-dire que on l'a vu notamment quand il y a eu le premier confinement, il y a eu des achats de panique, les rayons de pâtes étaient vides. Si tu allais sur un rayon de pâtes sur un site de supermarché classique, tu avais marqué, c'était tout grisé partout, on te disait il y en a plus, et on te proposait pas de solution. À la même période, sur le même magasin, tu te loguais sur Joe, tu faisais ton menu. Dans ton menu, on va te proposer du riz, de la polenta, donc toutes les alternatives aux pâtes. Tu vas même pas te rendre compte qu'il y a une rupture de stock. Et donc, cette capacité à gérer des ruptures de stock ou des surstocks, de la même manière, on pourrait écouler des produits frais s'il y en avait trop pour éviter le gaspillage, par exemple. Cette capacité à utiliser ce front 100% recommandé pour piloter en aval le mix marge et ou les questions d'inventaire, c'est un truc qui est d'autant plus pertinent dans le cadre du Q-commerce parce que la seule contrainte du modèle du Q-commerce, c'est que le dark store est petit, donc ils ont pas beaucoup d'assortiment et pas beaucoup de stock, donc il arrive très fréquemment qu'ils soient en rupture de stock sur des produits. Et quand tu as une expérience Joe qui est branchée sur un catalogue comme ça, tu effaces les ruptures de stock purement et simplement, puisque notre recommandation de menu et notre recommandation de produit va de facto s'ajuster en fonction de la réalité du stock. Et pas de déceptivité, pas de... Exactement. Et donc c'est vraiment... au-delà de ce que Joe apporte aux clients comme simplicité d'utilisation, rapidité, inspiration, levée de la charge mentale, ce qu'on apporte à nos partenaires, c'est un outil extraordinaire qui n'existait pas sur le marché de pilotage de la marge et de pilotage actif de l'inventaire.
C'est passionnant. J'ai encore plein de questions et plein de sujets et je me demande si on va pas faire un deuxième épisode. On pourra faire une. De toute façon, il y a tellement d'actualités en ce moment qu'on pourra. Je pense que dans 3 mois, ça aura. Je vais peut-être dire l'inverse de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Oui, et j'aimerais vraiment comprendre aussi la genèse, le lancement, et puis comment... parce que tu viens pas de ce milieu en plus, mais... Pas du tout, moi je viens des médias à la base. Enfin, alors c'est pire que ça, ouais. J'ai commencé par faire de la chimie, après, si je fais vite, j'ai commencé par faire de la chimie, après j'ai fait du conseil, après j'ai bossé pas mal chez Canal+, où j'ai fini par diriger le digital du groupe, et ensuite j'ai fait Joe. Mais pour le coup, l'ADN média est hyper important dans le modèle de Joe parce que si je résume les 2 éléments de notre vision hyper simples, c'est on passe du catalogue à plat à l'expérience e-commerce recommandée et profilée. 2e élément, c'est le shoppable content. Joe, c'est la seule plateforme aujourd'hui où je peux partir du contenu, la recette vidéo et d'aller jusqu'au checkout en ligne droite sur la même plateforme. Dans la creators economy, sur la verticale. Exactement. Bouffe et recettes, c'est génial. Et donc là, c'est notre ADN média est hyper important. Jacques, c'était un plaisir, merci infiniment, c'était incroyablement riche. Je suis certain, chères auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. On te contacte sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou même sur mon mail, c'est facile, c'est Jacques, mon prénom, jacques@joe.fr. Bon, formidable. Tu as fait un épisode de podcast très branché, grande distrib, sur... Le nom m'échappe. Sans filtre ajouté. Sans filtre ajouté, qu'un podcast que je ne connaissais pas, mais que je vais écouter. Tu m'as dépeint en plus sa fondatrice Salomé Chariton en me disant que c'était super sympa. Et ben je vais l'écouter, mais vous pouvez aussi, chers auditeurs et auditrices, l'écouter. Merci Jacques. 1000 merci. J'espère que c'était pas trop long. Non, c'était pas trop long, c'était passionnant. Je suis impatient de faire la suite. Et je vous dis à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.